Bonjour à tous. Bonjour, madame, monsieur. Madame Christelle Chevalier, vous êtes océanographe, physicienne, spécialiste de la modélisation des courants dans les lagons. Vous êtes accompagnée de monsieur Mathieu Leborgne, qui est sociologue, ainsi que de monsieur Marc Pagado, biologiste et spécialiste du plancton. Ensemble, vous nous présentez une intervention intitulée « L'hydrodynamique, un des moteurs du fonctionnement écologique des lagons, l'effet du lagon accumulateur ». L'objet de cette conférence consistera à nous démontrer de quelle manière les lagons récifaux peuvent être menacés par les changements climatiques et l'anthropisation. Ces lagons récifaux sont, dites-vous, des oasis de biodiversité et de productivité. À l'aide de quelques exemples tirés de vos recherches, vous nous montrerez comment les systèmes d'hydrodynamique ainsi que les événements climatiques sont les principaux moteurs de l'enrichissement de ces lagons et de leur bon fonctionnement écologique. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cycle des conférences publiques du CUFR. Peut-être passer la première diapositive. Donc, ce travail s'est fait avec Martine Rodier aussi, oui, mais qui est en arrêt maladie. Ok. On va commencer par cette première diapositive, un peu pour introductive, pour d'abord vous dire que les lagons récifaux, les atolls, sont des oasis de productivité qui sont situés au milieu d'océans qui sont oligotrophes, c'est-à-dire excessivement pauvres. C'est vrai pour l'océan Indien, c'est vrai aussi pour le Pacifique. Mais on sait que ces milieux sont des milieux de productivité, il y a des pêcheries, il y a des gens qui tirent leurs ressources de ces lagons. Et comment se fait la richesse de ces lagons? C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Il y a des moteurs qui sont liés au mouvement des masses d'eau. Alors ici, vous avez un magnifique schéma qui est la composition de Christelle, qui vous montre qu'en fait, il y a un océan qui est voisin, l'océan qui est pauvre, mais l'océan est pauvre en surface. Et du fait du relief, du fait des vents, du fait des courants, il y a des remontées de sels nutritifs, donc d'azote et de phosphore, qui arrivent ici, ce qu'on appelle des eupolines. Et donc l'eau qui rentre dans les lagons peut être enrichie par ces eupolines. C'est une des premières choses qui va contribuer à enrichir le lagon. Pour produire, pour qu'il y ait de la productivité, il faut qu'il y ait de la productivité planctonique. Et pour qu'il y ait de la productivité planctonique, il faut qu'il y ait de l'azote minéral et du phosphore minéral dissous, entre autres. Un autre moteur, ce sont les apports. Alors ça, c'est vrai pour les lagons des îles hautes, où il y a une terre au milieu, donc des rejets fluviaux, ce qu'on appelle les apports terrigènes, des rejets liés à l'activité humaine. Et puis, vas-y, parce que je crois qu'il y a une animation, on a fait une animation là-dessus. Il y a aussi, et ça c'est aussi créé par l'hydrodynamique, des remontées d'eau depuis le sédiment, qui sont créées par des phénomènes d'ondes internes, de clapots. Et donc il y a une remobilisation du sédiment qui est de tous les nutriments qui s'étaient minéralisés sous l'action des bactéries dans le sédiment. Et puis, il y a des lagons, il y a des îles qui sont habitées par des oiseaux, et les apports par le guano ne sont pas négligeables, c'est de l'azote et du phosphore. Et là, on a des exemples à Hawaï, par exemple, où vous avez des concentrations en phosphate dans des endroits où il y a des faibles densités d'oiseaux, c'est l'eau, à gauche, alors là, c'est ça, et des densités en phosphore qui sont beaucoup plus grandes. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi de faire une campagne dans les îles éparses, et on voit que dans Europa, il y a beaucoup d'oiseaux sur Europa, et on a vu des concentrations en nitrate qui étaient beaucoup plus importantes que dans les autres îles éparses. Il y a moins d'oiseaux. Christelle, tu peux passer le diapo parce que elle fait tout en même temps, elle met son truc. Voilà. Alors là, je vais passer la parole à Christelle, parce qu'elle va vous parler d'abord de physique dans les moteurs de l'enrichissement. Ça va être trop court. Donc, comme je suis physicienne, nous on aime bien schématiser. Et on s'est essentiellement concentré sur les lagons chenaux. Les lagons chenaux, ce sont des lagons qui sont caractérisés par une très grande barrière récifale, que j'ai représentée là. C'est mon niveau de dessin. Et une côte qui est là. Et on a étudié ce qui se passait à l'intérieur de ce lagon. C'est une façon.
ça c'est pour comprendre les processus, mais on a fait des modèles bien plus précis. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce lagon, schématiquement? Tout d'abord, comme vous le voyez au large, au niveau de la barrière récifale, quand il y a de la houle, elle déferle sur le récif barrière. Donc la photo du bas est une photo prise à Mayotte. Là, c'est prise. Et on peut remarquer qu'en fonction de la hauteur de la houle, il y a un courant qui traverse, qui passe au-dessus du récif barrière et qui dépend de la hauteur de houle. Donc ici, vous avez la hauteur de houle en bas et en ordonnée, c'est le flux d'eau qui franchit le récif barrière. Donc bien évidemment, plus la houle augmente, plus ce flux d'eau augmente. Et c'est un paramètre qui est très important à prendre en compte. Je ne l'ai pas noté ici, ça doit être une image tirée d'un article sur Tuléar, je crois. Donc voilà, à Mayotte, on n'a pas de données là-dessus. Donc ce flux d'eau arrive, avec la houle, on a un flux d'eau qui passe. Comme on a un grand principe de l'hydrodynamique, très compliqué, c'est que quand il y a de l'eau qui rentre, il faut qu'elle sorte. Donc elle va sortir par les passes. Donc souvent, on a de l'eau qui rentre par le récif barrière quand il y a de la houle et qui sort par les passes. En moyenne. Par exemple, à Tuléar, en saison sèche, on peut estimer qu'il y a 77% de l'eau qui est dans le lagon qui est passée par le récif barrière. En saison des pluies, un peu moins. Et en Nouvelle-Calédonie, on a 75% des eaux qui a franchi le récif barrière. Un autre phénomène, c'est l'effet de la marée. Donc bien évidemment, en vivo, il va y avoir beaucoup plus de flux qui vont passer par-dessus le récif barrière ou par les passes. Il va y avoir un échange bien plus important. Donc il est très important d'étudier la vivo, la morto et voir la différence. Là, on passe à de la biologie. Alors, il y a un autre phénomène qui peut aussi enrichir le lagon en plancton, enfin en matière, hein, de façon générale. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rétention. Alors c'est bien connu dans les estuaires. Vous avez donc ici une illustration à la fois sur l'estuaire de la Seine à gauche et puis un estuaire au Canada à droite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui combine l'effet de la marée et le comportement migrateur des organismes du zooplancton. Dans les estuaires, ce phénomène s'appelle des migrations orientées selon la marée en fait. C'est-à-dire que pendant la période où l'eau sort, quand la marée descend, c'est ce qu'on appelle la période de jusant, les organismes ont tendance à résister contre ça et à migrer vers le bas, dans les zones du fond, à se retrouver plutôt dans les zones du fond où le courant est moins important, et donc à rester dans leur milieu intéressant. Alors dans les estuaires, ça se comprend bien parce qu'il y a des gradients de salinité, et ces espèces, c'est souvent des espèces de petites crustacés, des copépodes. Alors ici, vous avez l'exemple d'Eurythemora affinis, qu'on retrouve à la fois dans l'estuaire de la Seine et dans l'estuaire de la Columbia. Et donc, voilà, sur la figure de droite, vous avez un peu une illustration de ça. Alors, on ne voit pas très bien, hein, on voit pas très bien, mais à gauche, vous avez, alors en haut, vous avez la période de flot, c'est-à-dire quand l'eau rentre. Et là, on voit très bien que les organismes sont répartis de façon à peu près homogène dans la colonne d'eau. Par contre, si vous êtes complètement en bas, c'est la période de jusant où l'eau sort, et on voit que là, les organismes migrent vers le bas pour éviter d'être exportés. Alors, on a pensé que ce mécanisme pouvait très bien s'appliquer dans les lagons, c'est-à-dire que du plancton qui rentre de la mer vers le lagon est chargé, enfin, l'eau qui rentre de la mer vers le lagon est chargée de zooplancton, et quand ça ressort, il en ressort moins, parce qu'il y a ce phénomène de rétention, les organismes restent dans le lagon. Et ça, on l'a vérifié, on va vous le montrer un peu plus loin. Voilà. Et donc, ce zooplancton qui rentre, eh bien, s'il reste dans le lagon, il va vivre, il va excréter. Quand il va mourir, il va se décomposer. Et tout ça, c'est de l'apport d'azote et de phosphore. Ah non, voilà. Alors, ce mécanisme d'agrégation a été démontré aussi par un phénomène de résistance par la nage. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail de cette diapositive, mais c'est des collègues qui ont mesuré ça en se basant sur cet appareil qu'on voit à gauche, là. Alors, je ne sais plus trop bien comment ça s'appelle, c'est basé sur du laser. Il a pu mesurer les vitesses de nage de plusieurs types d'organismes marins, planctoniques, en fonction des vitesses de courant horizontales et verticales. Voilà. Et donc, il a pu mettre en évidence aussi une nage à contre-courant pour résister à l'exportation d'un milieu favorable. Voilà. Je pense que je peux aller après. Alors, donc,
là, c'est une diapo un peu pour résumer l'ensemble alors à la fois des moteurs. Vous avez en haut un petit schéma qui vous illustre le lagon. Le lagon, il a plusieurs interfaces en fait. Hein. L'océan, via la barrière récifale, donc il y a des échanges qui se font à travers les passes, comme le dit Christelle, ou au-dessus de la barrière récifale. Ensuite, il y a l'atmosphère, bien sûr, des apports atmosphériques. Hein. Il y a la terre et il y a le sédiment. Alors les moteurs, c'est l'hydrodynamique et le climat qui lui-même joue sur l'hydrodynamique. Hein. Tous les moteurs qui vont aider, générer les processus d'enrichissement. Alors je les ai listés à droite, hein, c'est apport océanique. Donc apport océanique d'eau enrichie grâce au phénomène de pooling, c'était sur la première diapositive. Les apports de sédiments via la resuspension du sédiment et donc la remobilisation d'éléments nutritifs. Ça a été mesuré déjà à l'aide de cloches à sédiments, d'ailleurs, ça se mesure très bien. Les apports terrigènes, c'est tout ce qui vient de la Terre, en fait, hein, et donc qui apporte de l'azote et du phosphore. Les poussières atmosphériques, c'est pas négligeable, notamment dans les zones où il y a des volcans, où il y a beaucoup d'apports atmosphériques, et donc ça crée aussi des enrichissements. Alors, on a aussi, nous, en Méditerranée, dans le sud de la Méditerranée, les apports sahariens qui amènent de l'azote et du phosphore. Vous avez aussi, alors quelque chose qui peut être aussi un apport atmosphérique, c'est la diazotrophie, c'est-à-dire que dans les oligotrophes, il y a beaucoup d'organismes de phytoplancton, des cyanobactéries qui ont la capacité de capturer l'azote, le diazote, donc l'azote atmosphérique, ça c'est aussi quelque chose qui permet d'enrichir. Et enfin, je vous en ai parlé, la rétention sélective du zooplancton. Alors, le problème, c'est que ces interfaces amènent de l'enrichissement, mais à chacune de ces interfaces, il y a des risques pour créer aussi, comment dire, il y a des menaces qui sont liées à l'impact de l'homme et à l'impact du climat et qui vont se situer aux différentes interfaces. Par exemple, dans l'océan, eh bien, il peut y avoir, lié à l'action de l'homme, des échouages de navires et donc après une entrée, par les phénomènes hydrodynamiques, une entrée de pollution, d'hydrocarbures par exemple dans les lagons. Au niveau de l'atmosphère, vous avez le problème de l'industrie aussi qui va amener par l'atmosphère des polluants, etc. La terre, pas la peine de dire, tout ce qui est dans les rivières, hein, il y a des contaminants. Par la barrière, l'action de l'homme va aussi dégrader la barrière récifale et donc modifier les échanges au-dessus de la barrière. Et dans le lagon, il y a une surexploitation des activités touristiques. Les menaces liées au climat, elles sont un petit peu dans le même ordre d'idée. Le réchauffement climatique va appauvrir les océans, va les acidifier, donc l'eau qui va rentrer va être de moins bonne qualité. L'atmosphère aussi, les phénomènes climatiques extrêmes vont se multiplier. L'érosion aussi, la sécheresse, donc va aussi accroître les phénomènes d'érosion. La barrière va se dégrader aussi à cause du problème du blanchiment des coraux et de leur dégradation par le fait du réchauffement climatique. Et au niveau du lagon, il y a aussi le même phénomène que dans les océans, c'est-à-dire acidification. Alors, là je vais passer la parole à Christelle, peut-être. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Non, mais je vais te passer. Donc, pour vous montrer tout ça, tout cet impact, ces différents impacts, on a travaillé sur plusieurs lagons. Et donc, c'est nos expériences sur ces lagons qu'on va vous présenter. Donc, pour ces lagons, comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'est concentré sur les lagons chenaux, c'est-à-dire des lagons avec une grande barrière récifale. Donc, il y a Mayotte, Tuléar, Boconné et Wano en Nouvelle-Calédonie. Donc quand je parle de grande barrière récifale, vous voyez, Mayotte, on a étudié simplement le lagon nord-est. Donc la barrière, elle faisait 20 km de long. À Tuléar, c'était la même chose. À Boconné, elle était aussi de 20 km et à Wano, elle était un peu plus grande. Et par contre, les passes sont très petites par rapport à la barrière. Voilà. Donc on a étudié ces 4 lagons assez attentivement, de façon interdisciplinaire, et ce n'est pas étonnant qu'on fasse cet exposé à 2 voix parce que dans tous nos articles on travaille ensemble et on essaye de voir l'impact de l'un sur l'autre. Une autre zone d'étude a été un atoll, l'atoll de Haï. Donc là je parle de ça. C'est un atoll dans l'archipel Tuamotu et dans lequel il y a de la perliculture, hein, Pintana, Margaritifera. Donc c'est un lagon qui a quand même... alors la perliculture, c'est une aquaculture sans intrants, donc l'action de l'homme n'est pas très forte. En fait. Voilà. Qui, pareil, a une grande barrière récifale, une grande barrière. Et aussi, l'échange se fait non pas au-dessus de la barrière, mais par l'intermédiaire, par la passe, et aussi par l'intermédiaire des OA, c'est ce que vous voyez marqué H1, H2.
c'est des sortes de percées, de mini passes dans la barrière récifale. On appelle ça des OA. Alors, j'y vais, si tu veux. Voilà, oui, on va d'abord vous parler, donc, alors, on va scinder nos présentations d'exemples en deux. D'abord, on va vous parler de certains processus d'enrichissement qu'on a étudiés. Alors, on a surtout étudié des processus classiques, hein, tout ce qui est apport océanique, apport par le sédiment et apport terrigène, c'est très connu, c'est classique. Et aussi d'autres un peu moins classiques, puisque ça n'avait encore jamais été mis en évidence dans le lagon. On parlera de la rétention sélective de zooplancton. Voilà. Donc, on va parler d'abord du premier lagon, c'est le lagon de Wano. Donc ça, c'est en Nouvelle-Calédonie. Donc on a fait une campagne, on a fait plusieurs campagnes, d'abord d'instrumentation physique en 2013, 2015 et 2016. Donc Christelle vous en parlera peut-être mieux, mais on a installé des courantomètres à la fois au niveau des passes dans le chenal et sur la barrière récifale pour étudier les échanges d'eau et les mouvements d'eau en fonction du temps. Et puis on a fait de l'échantillonnage du plancton. Alors ça, on vous présentera. Alors, on a fait une série temporelle dans une des stations, L2, vous voyez, qui est au centre, dans le lagon. On a échantillonné du 25 avril au 8 mai 2016, toutes les 3 quarts d'heure. C'est-à-dire qu'on a une série temporelle avec à la fois l'effet de la marée, un effet jour-nuit, et puis un effet lié à des événements climatiques qui se sont produits pendant qu'on a fait cette série. Donc on vous en parlera un peu mieux. Et c'est surtout ça qu'on va vous présenter. On a fait aussi un échantillonnage spatial, mais ça on ne vous le présentera pas. Je pense que c'est à toi après, si je me souviens bien. Marc a oublié, une campagne en 2011 aussi, qui était en juillet. Donc en fait, on a eu quasiment une année entière sur ce lagon avec 5 ou 6 courantomètres à chaque fois. Donc on a vraiment une vision très précise de la circulation hydrodynamique au sein de ce lagon. Alors là, moi, je vous montre ce qu'on a fait durant la campagne dont va vous parler Marc, en 2016. Donc, il s'agissait d'une campagne qui a été faite sur un cycle de vivo-mortaux. C'était ça que l'on souhaitait avoir tout d'abord. Donc, vivo, mortaux, vivo. Il y a eu aussi du vent, il y a des alizés qui se sont mis à souffler. Associé à ces alizés, la houle sur le récif barrière, une forte houle est arrivée sur le récif barrière et a entraîné du déferlement des vagues et donc un renouvellement plus important de l'eau. La houle, elle est en vert sur le diagramme du bas, c'est ça? Oui. Et le courant qui est associé est en orange. La houle est là. Oui, la houle est là. Et là, c'est ce qu'on a appelé l'âge de l'eau. C'est-à-dire depuis combien de temps l'eau est dans le lagon. Ça a été fait grâce à un modèle numérique de circulation du lagon. Et après, on a fait un calcul un peu eulérien, pseudo-lagrangien, pour pouvoir déterminer depuis combien de temps chaque particule d'eau est dans le lagon. Et ça nous a donné un âge global. Et donc, évidemment, quand il y a plus de houle qui déferle au-dessus du récif barrière, l'eau, par le processus que je vous expliquais tout à l'heure, s'échappe par les passes et donc les particules restent moins longtemps dans le lagon. C'est pour ça que l'âge ici diminue. Un autre événement intéressant, surtout pour Marc, pas en physique, voilà, c'est la pluie. Il y a eu une pluie qui est arrivée, le vent s'est arrêté et la pluie. Alors, on a pu repérer des périodes de circulation assez typiques. En début de campagne, il y a beaucoup d'eau qui est rentrée par la passe au nord, par les 2 passes au nord, et c'est sorti vers le sud. Ce qui est assez rare, c'est une circulation assez rare qui devait être liée à une dépression suivant un cyclone. Pendant la période de forte houle, on a eu beaucoup d'eau qui a franchi la barrière et donc beaucoup d'eau est sortie. C'est ce qu'on revoit en calculant les courants au niveau de chaque mouillage. Après, il y a eu un petit moment de répit et la circulation a ralenti. Et quelques temps après, ça a recommencé. On a la circulation qui est remontée vers le nord. Voilà. Et tout ça nous a permis de calculer un âge, l'âge de l'eau. Là, je vous montre une carte qui vous donne l'âge moyen de l'eau durant cette campagne. Donc,
moyennée sur le temps. Donc bien évidemment, l'eau qui est près des côtes et celle qui est dans le lagon depuis plus de temps, celle qui est près du récif barrière et l'eau qui vient d'arriver, c'est bien du récif barrière, pareil, celle qui est près des passes vient d'arriver aussi, puisque ça rentre aussi un petit peu par les passes. Et là, je crois, de mémoire, il doit y avoir de l'eau qui a de nombreuses dizaines de jours. Parce que ça a du mal à sortir, il y a très peu d'eau là. Donc c'est avec cette étude d'âge de l'eau, d'origine de l'eau, ce modèle nous permet de savoir d'où vient cette eau. L'eau qu'on a par exemple récupérée ici, ou l'eau que l'on a là, on peut savoir quelle est la part d'eau qui a franchi le récif barrière, ou la part d'eau qui vient des passes, du lagon, ou même de la côte, quelle quantité d'eau a touché la côte avant d'arriver ici. Et donc en comparant ce qu'on a pu calculer numériquement, on a pu le comparer avec les mesures qu'a pu faire Marc et Martine. Voilà. Alors, vous avez ici un diagramme qui, au cours de la série temporelle, alors les jours sont en abscisse, les dates, vous présente l'évolution des éléments nutritifs. Donc, sur l'échelle de gauche, vous avez les nitrates et les NOx, c'est les formes oxygénées d'azote, nitrate, nitrite. Et à droite, vous avez les silicates sur une autre échelle. Alors malheureusement, les silicates, comme vous le voyez, on a eu des petits problèmes d'analyse, on n'a pas eu toute la série. Mais enfin, on a eu quand même la partie intéressante. Et donc, on a reporté là aussi les éléments un peu de moteur, hein, le marais. On a débuté en vivo. En milieu de série, on était en ortho, puis on était en vivo à la fin encore. On a remarqué aussi la période de vent en rouge, la période de houle en mauve. Et donc, on voit qu'au début, il y a... alors, vous avez les sels nutritifs. Alors là, les sels azotés sont marqués en gris. Alors là, on a mis tous les points. Et en rouge, vous avez un lissage avec une moyenne journalière, un peu facile à lire. Et donc, vous voyez que l'enrichissement s'est fait en deux étapes. Il y a une première étape, ici, alors Christelle la montre, qui s'est faite pendant la période de vent. Et alors, on a pu estimer, parce que le vent, alors ça n'a pas été montré, a aussi créé ce qu'on appelle un upwelling dans les eaux marines. Donc, a fait remonter des sels nutritifs des zones profondes, et l'eau de surface s'est enrichie. Alors on a essayé d'appliquer un modèle de dilution grâce à ce que vous a montré, tous les outils qu'a montré Christelle tout à l'heure, c'est-à-dire le temps de renouvellement et les concentrations à l'extérieur et à l'intérieur. Et on a pu estimer que seulement 20% d'entrée marine avaient permis cette remontée initiale des nitrates. Voilà. Et donc on suppose que le reste, c'est lié à la resuspension, de la remobilisation par le sédiment, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, la pluie n'était pas encore arrivée. Et après, vous voyez, à partir du 29 avril, entre le 29 avril et le 30 avril, on a une deuxième remontée, et qui, elle, est clairement liée à la pluie. Le vent s'est arrêté à un moment donné, il y a eu de la pluie. Et cet apport par la pluie est aussi montré par les silicates, hein, puisque le ressuyement, c'est des sols sableux aux alentours, et les pluies amènent, il y a des concentrations monstrueuses de silicates dans les eaux de ruissellement, qui ont contribué à cette montée des silicates. Voilà. Donc, après, ce qui est intéressant pour nous, c'est que le plancton a répondu très très vite. Ici, vous avez un diagramme, alors c'est pareil, vous avez en abscisse, c'est les jours, et en ordonnée, vous avez les différentes composantes, l'abondance relative, alors on a mis ça en abondance relative, hein, des différentes composantes. En vert clair, vous avez le nanoplancton, c'est-à-dire un plancton qui est de taille comprise entre 2 et 20 micromètres, donc qui est consommable par le zooplancton. Donc vous avez immédiatement, grâce à la poussée des nitrates, il y a eu une poussée de phytoplancton, voilà, jusqu'à peu près au 1er mai. En parallèle, vous avez une montée. Alors, on n'a pas mis tout le zooplancton, mais vous avez des herbivores, des gros consommateurs qui ont poussé alors en noir, pardon, en noir, vous avez des appendiculaires. Vous avez une poussée d'appendiculaires qui a pu profiter de ce phytoplancton là, qui se produit après le 1er mai. Alors les appendiculaires, c'est des filtreurs gélatineux, c'est des consommateurs monstrueux de phytoplancton. Ça filtre des litres et des litres d'eau. Donc on a fait le calcul, hein, d'ailleurs. Hein. Et on a eu aussi des protozoaires, des ciliés, des tintinides qui ont poussé. Alors les tintinides, là, ils sont en... Je vais très très mal. Hein. Ils sont en rouge, voilà. Donc vous avez... Alors,
Vous avez donc au 1er mai, entre le 30 et le 1er mai, vous avez une baisse drastique du phytoplancton et une consommation par les herbivores. Voilà. Ça, c'est un premier truc intéressant. Au-dessous, vous avez aussi toute une évolution de la composition du zooplancton. Au début, c'est très dominé par les copépodes, et donc leur stade larvaire. Tout ce qui est en gris, en fait, c'est des copépodes, hein, les naupliers étant les jeunes stades. Et puis ensuite, vous avez eu l'arrivée de plein d'autres choses. Alors notamment, ce qui est en rouge, c'est du buroplancton. L'interprétation qu'on en fait, c'est que le buroplancton, c'était du plancton larvaire, et dans ce plancton larvaire dans les lagons, il y a beaucoup de larves d'organismes récifaux, notamment des mollusques. Et donc, c'est une interprétation d'apport par advection de ce plancton. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Et en fin de parcours, on revient un peu à la situation initiale. Donc, par ce moteur, ce double moteur de vent et de pluie, on a eu une modification à la fois des relations trophiques, de la productivité planctonique. Et ce qu'on voit aussi, alors je ne vous l'ai pas mis sur le graphique du haut, on voit en orange, c'est les diatomées. Les diatomées de taille un peu plus grosse qui ont poussé aussi. Et leur prolifération a été rendue possible par l'apport de silicates par le pluie. Parce que les diatomées ont des tests siliceux. Il y a une relation très forte entre la poussée de diatomées et les apports de silice. Je pense qu'on va parler de physique. Ah non, voilà. Alors on a fait sur ces données, sur toutes les données, on a fait une analyse de Fourier. Alors je ne sais pas très bien si vous savez ce que c'est, parce que je vous l'ai dit au début, dans cette série temporelle, alors on vous a montré les moyennes journalières, mais en fait, on aurait dû vous montrer tout. Là, vous avez l'exemple de la chlorophylle, hein, sur la série temporelle. En fait, là, c'est une... Christelle pourrait mieux vous l'expliquer que moi. On arrive à décomposer la variabilité au cours du temps en des événements qui se produisent tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc. Donc tous les jours, une fois par jour, c'est du cycle journalier, de l'alternance jour-nuit. Donc c'est ce que j'ai marqué en bleu là. 2 fois par jour, c'est la marée, puisqu'il y a 2 cycles de marée complets par jour. On revient 2 fois au même niveau. Hein, il y a 2 flots et 2 gisants pendant la journée, donc on revient 2 fois au même niveau. Et puis après, au-dessus de 2 jours, c'est d'autres événements. Alors nous, c'est ce qu'on a. Alors ici, on les a scindés, on a pris entre ces, on a sommé les valeurs pour chacune des variables dans ces trois catégories, jour, nuit, marée, étude de jour. Donc on a pu, pour chacune des variables, voir un petit peu quel était le pourcentage de variabilité qui était expliqué soit par l'alternance liée à la marée, soit par l'alternance liée au cycle nictéméral, soit à des événements autres. Et donc, alors bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, mais ça nous a permis en particulier de voir que, voilà, je vous ai parlé du buroplancton en haut, on voit que ce qui est gris domine nettement. Par contre, pour la chlorophylle, on voit que la composante jour-nuit en bleu est très forte, hein, mais ça c'est connu, on sait que la lumière, la chlorophylle varie beaucoup avec la lumière, et donc avec notamment des valeurs plus fortes pendant la journée par rapport à la nuit. Voilà. Je ne vais peut-être pas aller plus sur cette diapo, parce que... Alors après, tiens, je te laisse la parole. Moi, je peux y aller, oui, puis je vous passerai la parole après. Alors le second exemple qu'on vous donne, c'est le lagon de Tuléar, à Madagascar. On a fait 2 campagnes, en 2007 et en 2008. Alors chaque fois, il y avait des mesures physiques, hein, des ADCP. Alors vous avez, c'est les petits points sur la carte, c'est les mouillages, c'est les points bleus, les étoiles bleues. On a positionnés aux zones frontières et sur la barrière. Et il y a eu aussi des transepts, c'est-à-dire qu'on s'est baladé avec un bateau, on a fait des mesures en continu d'ADCP pour mesurer la vitesse et la direction des courants. Ensuite, au niveau de la biologie, on a échantillonné les stations qui sont présentées en rouge ici, et on les a échantillonnées une fois en morteau. Donc là, à Tuléar, la morteau et la vivo sont vraiment très différentes, très. Il y a une différence énorme, hein, avec de très faibles amplitudes en morteau et de très fortes amplitudes en vivo. Et vous voyez ici, ce qui est en rouge, c'est la position du point d'échantillonnage. Voilà. Tiens, je pense que ça, c'est... Je comprends rien. Donc, tous ces quantomètres, donc Marc a encore oublié une de mes campagnes. C'est vrai. Alors on fait trop. Alors, en fait, on a fait une dernière campagne en fin 2008 pour connaître exactement le flux qui passait au-dessus du récif barrière. Mais c'est la seule campagne qui n'était pas couplée à de la biologie. Donc, grâce à ces différents modèles, on a pu utiliser ces données pour construire un modèle hydrodynamique. Donc là, vous avez les premiers résultats de ce modèle hydrodynamique où on voit que pendant le flot, l'eau rentre par les passes, parce que quand il n'y a pas de houle, l'eau rentre par les passes pendant le flot et va ressortir pendant le jusant. Par contre, lorsqu'il y a de la forte houle, ça bougeait, je suis désolée, l'eau rentre par la barrière, un petit peu
par les passes, mais pas tout le temps, pendant le flot, et puis ça sort pendant le jusant. Je suis désolée, là c'est un peu bougé, c'est la flèche qu'on ne voit pas bien. Et puis il y a des petits tourbillons qui sont créés au large. Ça nous permet d'avoir le schéma conceptuel qui est, voilà, pendant le flot, et pendant le flot de temps en temps ça sort. Donc pendant le flot, on a de l'eau qui rentre par les passes, et pendant le jusant, ça rentre par le récif barrière. Et donc là, comme tout à l'heure, je vous présente l'âge de l'eau. Donc on voit que l'âge, c'est pas beaucoup plus élevé que dans le lagon de Moineau, avec une concentration dans les baies. Pendant la saison sèche, pendant la période des Élysées, donc il y a une forte houle, l'eau se renouvelle beaucoup plus, et on voit que l'âge est plus bas. Et puis on peut aussi estimer la quantité d'eau qui a franchi le récif barrière, ce qu'on a appelé eau récif, et la quantité d'eau qui est passée par les passes. La passe du nord a une influence un peu plus faible que le reste. Voilà. Alors, en fait, là, je vous présente un diagramme à droite. Hein. C'est des moyennes, en fait. C'est des valeurs moyennes. On ne voit pas très bien, je suis désolé, mais vous avez donc différentes régions qui ont... Ça a été regroupé sur une région plus proche de l'estuaire et une autre... Enfin, on a scindé en deux régions, et puis vous avez des valeurs pour l'océan au milieu. Là. Et on a fait ça en 2007 et en 2008. Là, vous avez la biomasse, vous avez représenté la biomasse du zooplancton. Et chaque fois, pour les deux régions du lagon, vous avez à gauche, la barre de gauche, c'est la situation en période de vives eaux, donc avec beaucoup d'échanges, et à droite, c'est la situation morte eau. Donc sur le diagramme du haut, on voit très bien que toutes les valeurs de biomasse du zooplancton mesurées pendant la période de vives eaux, en faisant la moyenne de toutes les stations, eh bien, elles sont énormément plus grandes que les valeurs mesurées en morte eau. Et ça, pour nous, c'est une évidence de la rétention de plancton, parce qu'il y a plus d'échanges, et donc le lagon s'enrichit en zooplancton pendant la période de vives eaux pour atteindre des valeurs beaucoup plus fortes que dans l'océan. Voilà. Et on le voit aussi, alors les petits points noirs sur le diagramme du haut, c'est les points individuels des organismes du zooplancton, et on voit donc que chaque fois en situation, donc chaque fois au-dessus de la barre de gauche, vous avez des valeurs plus fortes, donc c'est des individus plus gros, et ça valide cette hypothèse, parce que ces individus plus gros, c'est des individus plus capables de résister au courant et de rester dans le lagon par rétention. Voilà. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le diagramme qu'il y a au-dessous, parce qu'on voit aussi que les barres grises, c'est les copépodes, qui sont les gros organismes, là, et on voit toujours qu'en période, toujours sur les histogrammes de gauche, par rapport aux histogrammes de droite, hein, pour chacune des situations, vous avez plus de copépodes par rapport au reste. Donc ça aussi, c'est une évidence. Et puis là, je vous ai mis un tableau avec une analyse de variance qui montrait que finalement l'effet de la marée était significatif pour beaucoup de choses. Hein. Et donc, voilà, mais je ne vais pas trop rentrer. Alors, on avait essayé de décomposer la variable entre saisons, entre les deux périodes, entre 2007 et 2008, et entre marées. Mais je ne rentre pas trop dans le détail. Mais en tout cas, le lagon, en fait, c'est ce lagon-là qui nous a mis un peu la puce à l'oreille pour le phénomène de rétention, et c'est ce qui nous a permis de creuser un peu plus ce phénomène. Ça me rend là après ? Ah oui. Ah oui. Donc, un autre exemple, maintenant, toujours pour illustrer le phénomène de rétention, c'est sur l'atoll de Hae, hein, on vous l'a présenté tout à l'heure. Alors, on a fait un petit peu la même chose, mais là, on a eu une stratégie qui nous a permis, alors vous voyez, pendant la période de vives eaux, c'est le trait noir, alors, je ne sais pas si tu peux le montrer à l'écran, le trait noir sur voilà, ici. On a fait, en plus de l'échantillonnage à différents endroits, dans les différentes conditions de marée, on a fait une série temporelle au niveau de la passe pour mesurer les entrées et les sorties, pour voir donc quel plancton sortait et quel plancton rentrait au cours d'un cycle de marée. Bon, on n'a pas pu échantillonner plus longtemps parce que c'est un peu dangereux d'aller échantillonner à la passe, donc on s'est limité à pratiquement un demi-jusant et à un demi-flot, mais ça, c'était quand même riche d'instructions. On montre la diapo d'après. Voilà. Alors sur la gauche, vous avez le résultat justement de cette série temporelle hein, pendant la période de flot. Alors c'est décomposé en haut. Vous avez ebb, c'est le jusant, slackwater, c'est la période d'étale, et flotte, c'est la période de flot. Donc pendant toute la première partie, vous voyez les barres du bas, vous avez du vert, et donc on voit que ce sont le vert, c'est des larves de bivalves. Donc ceux qui sortent du lagon, c'est principalement des larves de bivalves. En noir, vous avez les copépodes, ils ont tendance à rester. Par contre, ceux qui rentrent, il y a des copépodes qui rentrent. Voilà.
Donc, en fait, il y a notre conclusion, c'est qu'il y a une exportation de l'arbre de bivalve et il y a une rétention de copépodes dans le lagon. C'est confirmé par ce qu'on voit dans la diapo de droite, hein, où là on a des valeurs moyennes à la fois dans l'océan, on voit aussi que l'océan est plus riche en copépodes. Alors, s'il y a beaucoup de verre, c'est parce que c'est un lagon perlicole. Et la plupart de ce qu'on voit en vert, des larves de bivalve, ça représente parfois 70% du plancton du lagon. Voilà. Donc, ce qu'on voit à droite confirme, hein, c'est-à-dire que d'abord, le lagon est plus riche, hein, c'est la 5e barre, c'est le lagon, il est plus riche que l'océan, et on voit que pendant le ebb, à la passe pendant le jusant, non, il y a beaucoup de larves de bivalve. Par contre, pendant le flot, il y a beaucoup plus de copépodes. Alors, on en arrive maintenant à la 3e partie, c'est les menaces. Alors, évidemment, on vous a listé beaucoup de menaces. Finalement, dans nos exemples, dans nos expériences, dans ce qu'on a vu dans nos résultats, on ne peut pas encore vous parler des effets du changement climatique. On n'a pas de série temporelle suffisamment longue. Par contre, on a quelques exemples de rejets liés au contact avec la terre, c'est-à-dire des rejets agricoles, urbains, industriels. Donc c'est ce qu'on va vous présenter. Et le premier exemple, c'est... Donc c'est un des derniers lagons, c'est le dernier lagon avant qu'on attaque le lagon qui nous intéresse tout particulièrement. Donc là, c'est le lagon de Vauconnet. Je pense que vous connaissez tous. C'est l'image emblématique du livre de Yann Arthus Bertrand où on voit le cœur de vie. Donc c'est le lagon issu d'où est tirée cette photo. En 2011, une usine a été construite une usine de nickel a été construite sur les rives de ce lagon. Et nous, on y est allé en 2018 pour essayer de voir quelle a été l'influence de l'usine. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on y avait été en 2008. Donc avant la construction de l'usine. Alors moi, je ne vous parle que des courants, vous comprendrez pourquoi ça a été très intéressant. Donc, comme d'habitude, on a fait le modèle de circulation de ce lagon. Donc là, c'est présenté un peu différemment. En cas de faible houle, on a toujours de l'eau qui passe par le récif barrière pendant le flot, ou quand il y a une forte houle, il y a beaucoup plus d'eau qui rentre. Je me trompe. Cette houle va engendrer pendant le flot donc encore un apport par la passe, puisqu'il n'y en a pas assez. Par contre, même pendant le flot, s'il y a beaucoup de houle, par la passe, ça peut sortir. C'est un peu contre-intuitif. Pendant le jusant, ça continue de sortir par les passes. Et ça continue de sortir par les passes. Tandis que pendant lorsqu'il y a une faible houle, ça va sortir par la passe tout simplement un peu de la même façon. Comme je vous ai dit, il y a eu une construction d'usine. Ni Marc ni moi nous présenterons les résultats, mais on a fait des tests DGT pour savoir quelle était la qualité de l'eau. Elle était pas trop perturbée, très turbide, mais pas vraiment perturbée. Au moins c'était dans les normes. Tu veux dire DGT, est-ce que c'est DGT, c'est un dispositif pour mesurer les traceurs passifs, les méthotraces. Donc, on a plutôt regardé quel a été l'impact des aménagements liés à l'installation de l'usine, et notamment ils ont construit un chenal par ici et ils ont aplani un peu une petite zone. Et donc on voit qu'entre avant la construction du chenal et l'aplanissement et après, on a un transport qui va s'être ralenti, c'est-à-dire que l'eau va rester un peu plus longtemps dans le lagon. Ce transport qui se ralentit peut peut-être expliquer la forte turbidité des eaux du lagon. Donc ça, c'est une moyenne issue des images satellites. Avant 2013, on avait une turbidité qui existait. Un lagon près d'une mangrove, il y a de la turbidité. Mais après 2018, la turbidité a bien augmenté. Et c'est ce que les plongeurs ont vu. Marc, à toi.
comme vous l'a dit Christelle, on a eu la chance de pouvoir faire des campagnes avant et après. Donc on a eu une première campagne en février 2009. Et là vous avez sur ce graphe du bas l'abondance du zooplancton cumulée entre les différents groupes. Hein, les calanoïdes, les cyclopides, les arparticoïdes, ça c'est les 3 grandes composantes des copépodes. Les organismes gélatineux, donc des méduses, des cténaires, des appenniculaires, et puis d'autres organismes, hein, des mollusques, en fait. Et puis du myroplancton, des larves, donc, essentiellement des larves aussi de bivalves, d'oursins, de crustacés. Voilà. Et donc vous avez aussi la biomasse, hein, qui est représentée par les lignes brisées et les points noirs. Voilà. Et vous voyez, hein, le diagramme parle de lui-même, il y a eu un effondrement de la biomasse entre les deux périodes. Alors, c'est à la même période. Hein. Alors, vous allez me dire, c'est quand même instantané à un moment donné, mais le plancton est quand même un bon indicateur de la qualité des masses d'eau. Sur ce qu'on avait fait en 2009, on a réussi à faire une analyse de la variabilité saisonnière. Et je peux vous dire que la variabilité saisonnière est beaucoup moins importante que cette différence qu'on a entre février 2009 et février 2018. Voilà. Et pour la petite histoire, Marc, quand il a vu les résultats, il m'a dit « l'étudiante a fait n'importe quoi », il a tout vérifié. Oui, parce que c'était très étonnant en fait. Et les plongeurs, en fait, n'ont plus rien vu dans la mer. Oui, c'est ça. Il y a eu des plongées aussi, notamment les oursins avaient complètement disparu. Et, enfin, les fonds étaient très abîmés aussi. Et, pour petite histoire, en 2022, on y est retourné, il n'y avait plus d'holoturie. Il n'y avait plus rien. Voilà, je pense que ça pas de physique. Ah non. Voilà. Alors là, je vais vous donner un exemple qui est plus près d'ici. J'ai eu l'occasion de faire une campagne dans les îles Éparses en 2011. Et donc, on a comparé un petit peu la situation à la fois sur différents critères de qualité des eaux et sur du plancton. Alors, il faut dire que les îles Éparses, hein, c'est des îlots qui sont perdus dans l'océan Indien et qui sont considérés comme des écosystèmes pristines, c'est-à-dire non impactés par l'activité humaine, mais pas tout à fait. Alors, on avait pris Mayotte Mamoudzou, hein, il y avait le Marion Dufresne qui était en 2011 posté à Mamoudzou, et de là on a pu faire quelques prélèvements pour comparer un petit peu dans une région commune finalement autour de Madagascar, comparer un petit peu avec ce qui se passait dans des zones soi-disant non impactées. Alors ce qu'on voit sur ce diagramme, c'est que, alors d'abord il y a ce que vous voyez qui est entouré en vert, c'est Bassa de India. Bassa de India, c'est vraiment un écosystème complètement à part parce que je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est quelque chose qui est émergé à marée basse et qui est immergé à marée haute. Donc on a été prélevé là-bas, d'ailleurs dans des conditions un peu rock'n'roll, mais bon, on a été prélevé. Et c'est à considérer, je ne repasse que plus l'enlever de ce diagramme. Mais regardez les autres, donc vous avez Europa, Juan de Nova, j'ai déjà oublié le nom, Tromelin, c'est ça, Glorieuse et Mayotte. Et donc, je pointe Juan de Nova et je pointe Mayotte. Pourquoi? Parce que d'abord, dans Juan de Nova, il y a eu jadis une exploitation de guano. Et là, sur les résultats que vous voyez, il y a des signes de communautés déséquilibrées. Alors, quels sont-ils? D'abord, et ça c'est aussi valable pour Mayotte, vous avez dans la composition copépode, vous avez de fortes concentrations, c'est en orange, en cyclopoïdes par rapport aux calanoïdes, et ça c'est un signe de trophisation. Et sur la droite, vous avez une forte proportion d'appendiculaires aussi. Alors, vous les avez vus, les appenniculaires, ça profite des poussées phytoplanctoniques, c'est un signe qu'il y a eu de l'eutrophisation. Donc voilà. Alors, non, pas tout de suite. 2 secondes encore. Et donc, voilà, on a quand même des signes de modification des communautés sur Mayotte, en prenant, et sur Juan de Nova aussi. Et ce qui était intéressant sur Juan de Nova, c'est que nos collègues qui travaillaient sur les récifs, les communautés récifales, avaient aussi vu une signature d'une contamination passée, et cette contamination, c'est l'exploitation des guano qui s'est arrêtée, je crois, pourtant dans les années 70 ou 80, et donc on retrouve quand même un traçage des pollutions. Alors, là je vais en parler un peu plus, parce que ça vous intéresse peut-être plus, mais est-ce qu'il y a des physiciens dans la salle? Des physiciens dans la salle? Bon.
Donc, il n'y a que des gens normaux, là, hein, c'est ça. alors, en fait, ça c'était, on a fait une campagne à Mayotte, une campagne de mesures couplées, biologie, hydrodynamique, où on a fait des radiales pour connaître les courants dans les passes, puisque quand on fait un modèle hydrodynamique, ce qui est important, c'est de savoir ce qui rentre dans le modèle. Dans le modèle, on n'est pas trop faux. À l'intérieur, au sein du domaine, on n'est pas trop faux, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a aux frontières. Aux frontières, c'est les frontières latérales, mais c'est aussi ce qui vient du fond et de la surface. Les erreurs dans un modèle sont liées à ça, et pas les équations de base, l'hydrodynamie, et les équations sont des choses à peu près exactes. C'est pas là où on fait des erreurs. Donc on a essayé de bien mesurer les flux d'eau qui rentraient par les passes, là et là. Donc là c'est nos mesures. Et en parallèle, on a fait un modèle hydrodynamique. Donc il a fallu qu'on représente à peu près correctement le récif barrière, comme je vous ai dit. Le flux d'eau dépend de la hauteur de la houle, mais ça varie en fonction des types de coraux, des types de circulation. Et comme là, on n'a pas de courantomètre et de mesure de houle au large, on a essayé de faire mieux. Voilà. Donc voilà, là c'est un exemple de modèle où on voit l'eau qui circule comme ça, puis après qui va redescendre par là. C'est le lagon nord-est au-dessus de Mamoudzou, comme vous avez certainement deviné. Là, c'est la façon de valider, c'est-à-dire qu'on a nos mesures, et on regarde le modèle et on vérifie qu'on ne s'éloigne pas trop. J'ai mis qu'une seule courbe de comparaison parce que c'était très bon. Donc voilà, c'était pour vous dire que ça marchait bien. Le niveau d'eau était parfait. Le niveau d'eau modélisé. Le courant marin, on s'est occupé parce que les mesures n'étaient pas très longues. On a fait que sur 18 jours. Donc on a essayé de reproduire le cycle de marée. On n'était pas trop mal aux différents points de mouillage. Et donc ça nous donnait une circulation du nom progressive. C'est-à-dire que, contrairement à d'habitude, on n'a pas un flot où toute l'eau rentre et un jusant où toute l'eau part, mais on a plutôt une onde qui se propage comme ça. Donc l'eau, elle va monter, à marée basse, elle passe par là, alors qu'à marée haute, elle descend. Donc comme vous voyez, il nous manque pas mal de données. Une expérience, on va essayer de faire une expérience avec un modèle. Actuellement, je suis en train d'essayer de faire le modèle complet de tout le lagon de Mayotte. Et pour arriver à valider, on va essayer de faire une expérience avec Mathieu Leborgne, notre sociologue, et interroger les pêcheurs et les plongeurs pour voir si le modèle représente à peu près ce qu'eux peuvent ressentir et comprendre là où il y a les différences. Donc voilà. Et en moyenne, l'eau passe du nord vers le sud, durant notre campagne. Et ça nous a permis de connaître, comme toujours, comme je vous ai présenté précédemment, l'âge de l'eau et puis l'origine, voir que ça franchit le récif barrière, plutôt au niveau du récif barrière, et par les passes par là. Et on a quand même une grande importance de la quantité d'eau qui a franchi le récif barrière. Ce qui nous a permis d'avoir un super graphe, que Marc va vous commenter. Alors, c'est vrai que vous devez vous demander, c'est vrai on est encore en cours de réflexion sur tout ce qu'on vous a présenté, parce que c'est vrai que faire le lien, quand on étudie le plancton, on a besoin des données de la physique, et donc on est toujours en cours de réflexion sur différentes choses qu'on vous a présentées pour peaufiner nos interprétations de plancton en fonction de l'hydrodynamique. Mais ce graphique, on a fait d'une certaine manière sur ce graphique aussi. Vous avez en abscisse le temps de renouvellement des masses d'eau en jours, d'accord ? Et on a donné un paramètre qu'on étudie beaucoup, c'est la chlorophylle, qui donne une idée de la biomasse du phytoplancton. Et vous savez que plus il y a de phytoplancton, plus il y a de nutriments, donc c'est quand même un bon indicateur. Et c'est aussi un indicateur de la situation trophique, qui peut aller jusqu'à l'eutrophie, voire la dystrophie dans certains cas. Et donc, ce qui ressort ici, alors c'est des comparaisons, on a comparé nos données à celles de la littérature. Vous avez en bas la ligne bleue, c'est dans les atolls. La ligne rouge, c'est dans les atolls. Alors c'est malheureusement, on n'a pas mis les autorités, là il faudrait qu'on les rajoute. Ah si, c'est en haut. De la Salle et Surnia et André Fouettel. Voilà, donc on a deux études sur les atolls. Une qui a trouvé un modèle de régression donc, de la chlorophylle en fonction du temps de renouvellement des eaux. Un autre aussi, qui combine atoll et récifs coralliens des îles hautes. Et nous,
tous nos points sont en noir en haut, c'est ce qu'on a dans les différents lagons qu'on vous a présentés, qui sont des lagons d'îles hautes. Ce sont des vraies îles, alors, avec une activité humaine. Et vous voyez, la première chose qui frappe, c'est qu'évidemment, vous avez un gap entre ce qui est que des atolls, où il n'y a pas d'apport humain, vous avez moins de chlorophylle, et donc la montée avec le temps de renouvellement est moins forte aussi. Alors, pourquoi c'est important ce diagramme? Ça vous montre que plus l'eau est stagnante, moins elle se renouvelle, et plus on a de chlorophylle. Donc, plus on a d'accumulation de nutriments, de phytoplancton. Alors ça, c'est pas mal jusqu'à un certain point, mais c'est aussi le cas pour tout ce qui est des éléments dissous, y compris des contaminants, des polluants, des métaux lourds, des contaminants organiques. Tout ça, la chlorophylle ici, c'est un peu un traceur. Donc ça, c'est plutôt rassurant, parce qu'on n'atteint pas, en termes de chlorophylle, dans les îles hautes, y compris à Tuléar, hein, qui est pourtant très anthropisé, on atteint des valeurs de chlorophylle qui restent dans un domaine où elles ne sont pas encore. Alors, oui, j'ai regardé le TSI, j'avais marqué calculer le Trophic State Index pour les valeurs maxi, mais rassurez-vous, le Trophic State Index calculé pour Tuléar va nous mettre encore ça dans des eaux oligotrophes. On n'est pas encore dans des problèmes de trophie, comme on peut en observer dans les lagunes côtières, où on arrive à des situations de dystrophie, et où l'oxygène vient à manquer, parce que le phytoplancton produit va consommer beaucoup d'oxygène et va désoxygéner les milieux en se décomposant. Donc ça, c'est un message d'espoir. Par contre, alors je ne sais pas si tu as la diapo d'après. Voilà. Le problème, c'est que l'hydrodynamique peut permettre, en renouvelant l'eau, d'assainir le lagon. Donc ce qui rentre, c'est plutôt favorable. C'est des eaux plus propres, plus pauvres, moins riches en contaminants, qui vont laver le lagon. Le problème, c'est que là, et c'est au cœur de ce qu'on fait en ce moment, ce lagon, il est aussi accumulateur de microplastiques. Donc, ça, on le voit par les modèles qu'on est en train de faire. Alors, les microplastiques, qu'est-ce que c'est? C'est des particules de plastique décomposées entre 1 micron et 5 mm. Or, 1 micron, 5 mm, c'est pile poil dans les gammes de taille du phytoplancton, le petit phytoplancton entre 1 micron et 20 microns, ce qu'on appelle le nanophytoplancton, qui est consommé par le zooplancton. Et quand on est dans les gammes de taille dessus, c'est pile poil dans les classes de taille de ce qui est consommé par les petits poissons, les larves de poissons, les petits poissons planctonophages. Or, ces microplastiques, en se mélangeant, les tout petits, en se mélangeant au phytoplancton, eh bien, ils vont rentrer dans le réseau trophique par le zooplancton, qui va les consommer, et donc on va les retrouver en haut de la chaîne jusqu'à l'homme. Hein. Le zooplancton est consommé par des petits poissons, qui est consommé par des gros poissons, et qui après sont pêchés, qui sont mangés par l'homme. Et les poissons, ils ont des proies qui sont mélangées, alors des plastiques qui sont mélangés, alors ils vont les consommer directement. Et ça, pour l'instant, c'est pas trop dramatique. Les études qui sont faites actuellement montrent qu'il y a de l'ordre de moins d'un microplastique par contenu digestif, soit de zooplancton, soit de poisson, mais ça pourrait le devenir si l'accumulation de plastique se poursuit et si on arrive à des concentrations qui sont à même de créer des problèmes sanitaires. Voilà. Alors peut-être que... Oh là là, là c'est vrai que là j'ai un peu mal à la tête, mais peut-être que Christelle va nous expliquer la diapo suivante pour vous expliquer comment le plastique s'accumule. Je vais aller très très rapidement. En fait, c'était une idée qu'on a appelé lagon accumulateur, comme a dit Marc, c'est-à-dire que les plastiques qui sont en surface de l'eau pénètrent, quand ils franchissent le récif de barrière, ils peuvent pénétrer en grande quantité. Donc c'est ce que j'ai essayé de calculer. Et par contre, quand ils doivent sortir, c'est le schéma que je vous ai représenté, quand ils doivent sortir, c'est sur des passes donc assez étroits et très profonds. Donc il y a moins de plastique qui peuvent sortir. Donc si c'est ce schéma-là qui est vérifié dans le lagon de Mayotte, cela voudrait dire qu'il y a forcément un peu plus de plastique dans le lagon qu'à l'extérieur, à cause de la barrière. Le plastique peut venir de l'île,